Peu à peu, la lumière changea. Depuis 2 ans et plus, le passage du temps se marquait au progrès d'une jeunesse qui se forme, se dore, monte à son zénith. La voix grave s'habituant à crier des ordres aux pilotes et aux maîtres des chasses, la foulée plus longue du coureur, les jambes du cavalier maîtrisant plus expertement sa monture, l'écolier qui avait appris par cœur à Claudiopolis de longs fragments d'Homère, se passionnait de poésie voluptueuse et savante, s'engouait de certains passages de Platon. Mon jeune berger devenait un jeune prince. Ce n'était plus l'enfant zélé qui se jetait de cheval aux haltes pour m'offrir l'eau des sources puisées dans ses paumes. Le donateur savait maintenant l'immense valeur de ses dons. Durant les chasses organisées dans les domaines de Lucius en Toscane, j'avais pris plaisir à mêler ce visage parfait aux figures lourdes et soucieuses des grands dignitaires, au profil aigu des orientaux, aux mufles épais des veneurs barbares, à obliger le bien-aimé au rôle difficile de l'ami. À Rome, des intrigues s'étaient nouées autour de cette jeune tête, de bas efforts s'étaient exercés pour capter cette influence ou pour lui en substituer quelque autre. L'absorption dans une pensée unique douait ce jeune homme de 18 ans d'un pouvoir d'indifférence qui manque aux plus sages. Il avait su dédaigner ou ignorer tout cela, mais la belle bouche avait pris un pli amer dont s'apercevaient les sculpteurs. J'offre ici aux moralistes une occasion facile de triompher de moi. Mes censeurs s'apprêtent à montrer dans mon malheur les suites d'un égarement, le résultat d'un excès. Il m'est d'autant plus difficile de les contredire que je vois mal en quoi consiste l'égarement et où se situe l'excès. Je m'efforce de ramener mon crime, si c'en est un, à des proportions justes. Je me dis que le suicide n'est pas rare et qu'il est commun de mourir à 20 ans. La mort d'Antinous n'est un problème et une catastrophe que pour moi seul. Il se peut que ce désastre ait été inséparable d'un trop-plein de joie, d'un surcroît d'expérience dont je n'aurais pas consenti à me priver moi-même, ni à priver mon compagnon de danger. Mes remords, même, sont devenus peu à peu une forme amère de possession, une manière de m'assurer que j'ai été jusqu'au bout le triste maître de son destin. Mais je n'ignore pas qu'il faut compter avec les décisions de ce bel étranger que reste malgré tout chaque être qu'on aime. En prenant sur moi toute la faute, je réduis cette jeune figure aux proportions d'une statuette de cire que j'aurais pétrie puis écrasée entre mes mains. Je n'ai pas le droit de déprécier le singulier chef-d'œuvre que fut son départ. Je dois laisser à cet enfant le mérite de sa propre mort. Il va sans dire que je n'incrimine pas la préférence sensuelle, fort banale, qui en amour déterminait mon choix. Des passions semblables avaient souvent traversé ma vie. Ces fréquentes amours n'avaient coûté jusqu'ici qu'un minimum de serments, de mensonges et de mots. Mon bref engouement pour Lucius ne m'avait entraîné qu'à quelques folies irréparables. Rien n'empêchait qu'il n'en allât de même pour cette suprême tendresse. Rien, sinon précisément la qualité unique par où elle se distinguait des autres. L'accoutumance nous aurait conduit à cette fin sans gloire, mais aussi sans désastre, que la vie procure à tous ceux qui ne refusent pas son doux émoussement par l'usure. J'aurais vu la passion se changer en amitié, comme le veulent les moralistes, ou en indifférence, ce qui est plus fréquent. Un être jeune se fut détaché de moi au moment où nos liens auraient commencé à me peser. D'autres routines sensuelles, ou les mêmes sous d'autres formes, se fussent établies dans sa vie. L'avenir eût contenu un mariage, ni pire ni meilleur que tant d'autres, un poste dans l'administration provinciale, la gestion d'un domaine rural en Bithynie. Dans d'autres cas, l'inertie, la vie de cour continuait dans quelques positions subalternes. À tout mettre au pied, une de ces carrières de favoris déchus qui tournent au confident ou à l'entremetteur. La sagesse, si j'y comprends quelque chose, consiste à ne rien ignorer de ces hasards qui sont la vie même, quitte à s'efforcer d'écarter les pires. Mais ni cet enfant, ni moi, nous n'étions sages. Je n'avais pas attendu la présence d'Antinous pour me sentir Dieu, mais le succès multipliait autour de moi les chances de vertige. Les saisons semblaient collaborer avec les poètes et les musiciens de mon escorte pour faire de notre existence une fête olympienne. Le jour de mon arrivée à Carthage, une sécheresse de 5 ans prit fin. La foule délirant sous l'averse acclama en moi le dispensateur des bienfaits d'en haut. Les grands travaux d'Afrique ne furent ensuite qu'une manière de canaliser cette prodigalité céleste. Quelque temps plus tôt, au cours d'une escale en Sardaigne, un orage nous fit chercher refuge dans une cabane de paysans. Antinous aida notre hôte à retourner des tranches de thon sur la braise. Je me crus Zeus visitant Philémon en compagnie d'Hermès. Ce jeune homme, aux jambes repliées sur un lit, était ce même Hermès dénouant ses sandales. Bacchus cueillait cette grappe, ou goûtait pour moi cette coupe de vin rose. Ses doigts durcis par la corde de l'arc étaient ceux d'Eros.
Parmi tant de travestis au sein de tant de prestige, il m'arriva d'oublier la personne humaine, l'enfant qui s'efforçait vainement d'apprendre le latin, priait l'ingénieur Décrianus de lui donner des leçons de mathématiques, puis y renonçait, et qui au moindre reproche s'en allait bouder à l'avant du navire en regardant la mer. Le voyage d'Afrique s'acheva en plein soleil de juillet, dans les quartiers tout neufs de Lambèze. Mon compagnon endossa avec une joie puérile la cuirasse et la tunique militaire. Je fus pour quelques jours le Mars nu et casqué, participant aux exercices du camp, l'Hercule athlétique grisé du sentiment de sa vigueur encore jeune. En dépit de la chaleur et des longs travaux de terrassement effectués avant mon arrivée, l'armée fonctionna comme tout le reste avec une facilité divine. Il eût été impossible d'obliger ce coureur à un saut d'obstacle de plus, d'imposer à ce cavalier une voltige nouvelle, sans nuire à l'efficacité de ses manœuvres elles-mêmes, sans rompre quelque part ce juste équilibre de force qui en constitue la beauté. Je n'eus à faire remarquer aux officiers qu'une seule erreur imperceptible, un groupe de chevaux laissés à découvert durant le simulacre d'attaque en rase campagne. Mon préfet Cornelianus me satisfit en tout. Un ordre intelligent régissait ces masses d'hommes, de bêtes de trait, de femmes barbares accompagnées d'enfants robustes se pressant au bord du prétoire pour me baiser les mains. Cette obéissance n'était pas servile. Cette fougue sauvage s'employait à soutenir mon programme de sécurité. Rien n'avait coûté trop cher, rien n'avait été négligé. Je songeais à faire écrire par Arien un traité de tactique exact comme un corps bien fait. À Athènes, la dédicace de l'Olympéion donna lieu 3 mois plus tard à des fêtes qui rappelaient les solennités romaines, mais ce qui à Rome s'était passé sur terre se situa là-bas en plein ciel. Par une blonde après-midi d'automne, je pris place sous ce portique conçu à l'échelle surhumaine de Zeus. Ce temple de marbre, élevé sur le lieu où Deucalion vit cesser le déluge, semblait perdre son poids, flotter comme un lourd nuage blanc. Mon vêtement rituel s'accordait au ton du soir sur l'hymette toute proche. J'avais chargé Polémon du discours inauguratoire. Ce fut là que la Grèce me décerna ses appellations divines où je voyais à la fois une source de prestige et le but le plus secret des travaux de ma vie. Évergète, Olympien, Épiphane, maître de tout. Et le plus beau, le plus difficile à mériter de tous ces titres, Ionien, Philhellène. Il y avait de l'acteur en Polémon, mais les jeux de physionomie d'un grand comédien traduisent parfois une émotion à laquelle participe toute une foule, tout un siècle. Il leva les yeux, se recueillit avant son exorde, parut rassembler en lui tous les dons contenus dans ce moment du temps. J'avais collaboré avec les âges, avec la vie grecque elle-même. L'autorité que j'exerçais était moins un pouvoir qu'une mystérieuse puissance supérieure à l'homme, mais qui n'agit efficacement qu'à travers l'intermédiaire d'une personne humaine. Le mariage de Rome et d'Athènes s'était accompli. Le passé retrouvait un visage d'avenir. La Grèce repartait comme un navire longtemps immobilisé par un calme, qui sent de nouveau dans ses voiles la poussée du vent. Ce fut alors qu'une mélancolie d'un instant me serra le cœur. Je songeais que les mots d'achèvement, de perfection, contiennent en eux le mot de fin. Peut-être n'avais-je fait qu'offrir une proie de plus au temps dévorateur. Nous pénétrâmes ensuite dans l'intérieur du temple où les sculpteurs s'affairaient encore. L'immense ébauche du Zeus d'or et d'ivoire éclairait vaguement la pénombre. Au pied de l'échafaudage, le grand python que j'avais fait chercher aux Indes pour le consacrer dans ce sanctuaire grec reposait déjà dans sa corbeille de filigrane, bête divine, emblème rampant de l'esprit de la terre, associé de tout temps au jeune homme nu qui symbolise le génie de l'empereur. Antinous, entrant de plus en plus dans ce rôle, servit lui-même au monstre sa ration de mésanges aux ailes rognées. Puis, levant les bras, il pria. Je savais que cette prière, faite pour moi, ne s'adressait qu'à moi seule, mais je n'étais pas assez Dieu pour en deviner le sens, ni pour savoir si elle serait un jour ou l'autre exaucée. Ce fut un soulagement de sortir de ce silence, de cette pâleur bleue, de retrouver les rues d'Athènes où s'allumaient les lampes, la familiarité du petit peuple, les cris dans l'air poussiéreux du soir. La jeune figure qui allait bientôt embellir tant de monnaies du monde grec devenait pour la foule une présence amicale, un signe. Je n'aimais pas moins, j'aimais plus. Mais le poids de l'amour, comme celui d'un bras tendrement posé au travers d'une poitrine, devenait peu à peu lourd à porter. Les comparses reparurent. Je me rappelle ce jeune homme dur et fin qui m'accompagna durant un séjour à Milet, mais auquel je renonçai. Je revois cette soirée de Sardes où le poète Straton nous promena de mauvais lieu en mauvais lieu, entouré de douteuses conquêtes. Ce Straton, qui avait préféré à ma cour l'obscure liberté des tavernes de l'Asie, était un homme exquis et moqueur,
avide de prouver l'inanité de tout ce qui n'est pas le plaisir lui-même, peut-être pour s'excuser d'y avoir sacrifié tout le reste. Et il y eut cette nuit de Smyrne où j'obligeais l'objet aimé à subir la présence d'une courtisane. L'enfant se faisait de l'amour une idée qui demeurait austère parce qu'elle était exclusive. Son dégoût alla jusqu'aux nausées. Puis il s'habitua. Ses vaines tentatives s'expliquent assez par le goût de la débauche. Il s'y mêlait l'espoir d'inventer une intimité nouvelle où le compagnon de plaisir ne cesserait pas d'être le bien-aimé et l'ami. L'envie d'instruire l'autre, de faire passer sa jeunesse par des expériences qui avaient été celles de la mienne. Et peut-être plus inavouée, l'intention de le ravaler peu à peu au rang des délices banales qui n'engagent à rien. Il entrait de l'angoisse dans mon besoin de rabrouer cette tendresse ombrageuse qui risquait d'encombrer ma vie. Au cours d'un voyage en Troade, nous visitâmes la plaine du Scamandre sous un ciel vert de catastrophe. L'inondation dont j'étais venue sur place constater les ravages changeait en îlots les tumulus de tombeaux antiques. Je trouvai quelques moments pour me recueillir sur la tombe d'Hector. Antinous alla rêver sur celle de Patrocle. Je ne sus pas reconnaître dans le jeune faon qui m'accompagnait l'émule du camarade d'Achille. Je tournais en dérision ces fidélités passionnées qui fleurissent surtout dans les livres. Le bel être insulté rougit jusqu'au sang. La franchise était de plus en plus la seule vertu à laquelle je m'astreignais. Je m'apercevais que les disciplines héroïques dont la Grèce a entouré l'attachement d'un homme mûr pour un compagnon plus jeune ne sont souvent pour nous que simagrées hypocrites. Plus sensible que je ne croyais l'être aux préjugés de Rome, je me rappelais que ceux-ci font sa part au plaisir mais voient dans l'amour une manie honteuse. J'étais repris par ma rage de ne dépendre exclusivement d'aucun être. Je m'exaspérais de travers qui étaient ceux de la jeunesse, et comme tel inséparable de mon choix. Je finissais par retrouver dans cette passion différente tout ce qui m'avait irrité chez les maîtresses romaines. Les parfums, les apprêts, le luxe froid des parures reprirent leur place dans ma vie. Des craintes presque injustifiées s'étaient introduites dans ce cœur sombre. Je l'ai vu s'inquiéter d'avoir bientôt 19 ans. Des caprices dangereux, des colères agitant sur ce front têtu les anneaux de Méduse, alternaient avec une mélancolie qui ressemblait à de la stupeur, avec une douceur de plus en plus brisée. Il m'est arrivé de le frapper. Je me souviendrai toujours de ses yeux épouvantés. Mais l'idole souffletée restait l'idole, et les sacrifices expiatoires commençaient.